Bonjour à tous, bienvenue du RAMU de Boni-Yayi à l'Arche de Patrice Talon. La protection sociale s'inscrit désormais dans la vision de nos gouvernants. Une nécessité qui, si elle n'est pas bien pensée, ferait long feu. C'est du moins ce qu'il faut retenir des avertissements répétés de l'ambassadeur Kandé Daranso. Ce dernier vient encore de saisir l'Assemblée nationale aux fins de tenir compte de ces suggestions. Dans cette émission aujourd'hui, nous le recevons pour nous exposer à l'opinion, ses critiques et ses observations, ses suggestions. Kandé Daranso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Comme à l'accoutumée, j'anime cette émission avec Joël Toubé. Bonjour, Joël. Bonjour, Vigile Arancet, Candide Aransou, bonjour. Bonjour. Vous menez des réflexions sur la thématique de l'assurance depuis plus d'une dizaine d'années, avec à la clé plusieurs articles. Que doit-on comprendre par système de protection sociale? Voilà, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Vous m'aviez interpellé tout à l'heure à Arwansou. J'étais un peu confus parce qu'à Arwansou, à Arwansais, je ne savais plus bien où je me trouvais dedans. Moi c'est Arwansou. Voilà, vous m'avez posé la question de savoir où est-ce que je situe la protection sociale, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais essayer d'être le plus pratique et sans langue de bois. Voyez-vous, les choses se sont passées jusqu'à maintenant dans notre pays. Comme si se soigner était quelque chose d'extraordinaire. Comme si on n'a pas le droit de tomber malade. Comme si l'État n'était pas là pour nous protéger contre la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et le premier travail d'un État, c'est de protéger tout le monde. Ce n'est pas de protéger seulement contre les vols, contre des machins, trucs, les accidents et autres. C'est de protéger l'individu lui-même. Pourquoi il existe le ministère de la Santé publique? C'est exactement. Mais pour protéger l'intéressé lui-même, protégeons-le contre la maladie. Dans ce pays, quand on est malade, qu'est-ce qu'on dit? Oh mon Dieu, où est-ce que je vais trouver l'argent? Oh mon Dieu, mon enfant va mourir. Qui va m'aider? Je ne veux plus de ces lamentations. Quand je suis malade, il faut que je me précipite dans un hôpital, que le docteur me prescrive ce que je dois acheter, que j'aille en pharmacie, qu'on me serve, et que je rentre à la maison. C'est aussi simple que ça. La maladie ne doit pas être source de stress, source de soucis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la tête du Béninois, même du cadre béninois, qui a pensé que depuis toujours, ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé comme ça. C'est un assassinat collectif auquel nous avons procédé depuis plus de 60 ans. Ni les gouvernements, ni les députés, ni le Conseil économique, ni personne n'a pensé, même pas le PRPB, n'a pensé à assurer le peuple. Alors que c'est leur devoir. Quand les dirigeants sont malades, ils s'en vont là où il faut se faire soigner. Mais le peuple meurt tout le temps. Tout le temps. Et je vais insister un peu sur ça parce que le nœud du problème, c'est ça. Le peuple meurt et a fini par croire que son lot, c'est de mourir sans assurance maladie. Et il faut expliquer aux gens que leur droit, c'est que l'État les assure en maladie et à la retraite. Parce que quand tu as travaillé toute ta vie, tu as besoin de repos, d'un repos digne, du repos qui ne te met pas dans la misère. Et ça, c'est l'État qui doit le faire. Donc ce sont les gouvernements ou les régimes de Boni-Yayi, de Patrice Talon qui ont bien vu en instaurant, en instituant ou en voulant instituer désormais le RAMU ou l'Arche. Très bien, monsieur le journaliste. Il faut dire les choses comme elles sont. À tout seigneur, à tout honneur, hein, c'est, je crois, le président Yayi Boni qui a compris pour la première fois qu'il faut quelque chose de global. Il faut une assurance globale pour tous les gens. Mais ça a été mal conçu. Et je le disais déjà en ce moment-là. Ça a été mal conçu pour plusieurs raisons. Alors, quels sont les griefs que vous portez contre le RAMU notamment? Le RAMU, c'est très facile. Le RAMU est basé sur la cotisation individuelle. C'est-à-dire, je me lève le matin, ou bien à la fin du mois, j'ai le souci de où est-ce que je vais trouver l'argent pour aller payer ma prime.
C'était pourtant 1000 francs. Hein. C'était 1000 francs, mais 1000 francs. Le mois. Un prix dérisoire. Mais vous pensez que c'est un prix dérisoire. Il ne vous jamais arrivé un moment où vous manquez de 25 francs pour faire une opération? Moi, ça m'est arrivé. Il ne vous a jamais arrivé un moment où vous manquez 50 francs pour faire quelque chose, et que si vous n'aviez pas ces 50 francs là, vous ne pouvez pas le faire? 1000 francs pour un Béninois, c'est beaucoup, vous savez. Dans notre culture, là, vous avez des imprévus tout le temps. C'est la belle-mère qui est machin, c'est le... Je ne vais pas faire un dessin, vous connaissez tout ça. Et le Béninois n'aura pas l'argent pour aller payer. J'ai dit ça au départ. J'ai dit que c'est pas la bonne formule. Et ça ne se fait nulle part. C'est l'État qui s'occupe d'organiser ça. L'assurance, c'est un problème de solidarité. Solidarité entre tous les citoyens. L'assurance n'est pas une affaire de pauvres, de riches, de machin. C'est une opération solidaire. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'assurance. Donc, le président Boni a quand même inventé le RAMU. Mais le RAMU était condamné à l'échec. Outre le fait que lui-même se servait du RAMU à des fins politiques. Parce que, qui vous souviennent, en tout cas, je ne sais pas, moi, je me souviens bien, que pour calmer certaines revendications dans les sociétés, le président il disait, bon, je vous accorde le RAMU gratuitement. Au port notamment. Au port notamment, voilà. Donc, je n'ai pas été seul à remarquer ça. Vous n'avez pas inventé. Donc, on a tout mélangé. On a tout mélangé. Donc, le RAMU, en plus de ça, pour le RAMU, quel tintamarre, les artistes, le corps diplomatique, c'est pour une assurance que tout le monde fait dans tous les pays du monde. Nous, ça a été la fête ici, pendant des mois. Mais c'était quand même pour une action de communication, de visibilité. Oui, mais le public n'avait pas besoin de ça. Si tu dis au public, je te soigne gratuitement, il n'a pas besoin de ça. Le public n'a pas besoin de ça, sauf si on veut en faire une affaire politique. Le public, vous avez besoin de faire tout ça là pour dire au public, je vais te soigner gratuitement. C'est pas vrai ça. On a voulu en faire une affaire politique. Mais, à tout ça, tout honneur, c'est lui qui a commencé. Le président Talon est venu avec Arche. Très bien, il a emboîté le pas à l'autre. Et il a dépassé. C'est comme ça qu'il faut faire dans la gestion de l'État. Tu t'en vas, je fais plus que toi. Donc lui, il a ajouté la retraite. Alors que le RAMU n'avait pas pensé à la retraite. Assurance maladie. Voilà. Donc, en plus de l'assurance maladie, le président Talon a ajouté la retraite. Ce qui est une excellente chose. Vraiment une excellente chose. Vous savez, le sujet qui m'amène ici, là, ce n'est ni mouvance, ni opposant, tout ça. Moi, je ne suis pas un opposant, c'est un fait. Mais, lorsque le président de la République, chef de l'État, a initié une initiative comme ça, pour nous tous dans le pays, nous n'avons pas le droit de ne pas l'aider à le faire au mieux. Nous n'avons pas ce droit-là. Et aucun député ne peut dire que bon, mais parce que je suis de la mouvance, je vais adopter le projet tel comme il l'a envoyé. Non, non et non. Parce que c'est le peuple qui est en jeu, là. Le peuple qui est en jeu, ce n'est pas parce qu'on va amender un projet qui va venir de l'exécutif qu'on ne remplit pas sa mission de soutien du gouvernement. Donc, je veux dire que c'est un sujet d'ordre national. C'est un sujet pour tout le monde. Et que, de grâce, qu'on laisse de côté les considérations politiques et qu'on s'occupe du peuple, une fois au moins. Dites-nous, M. Aranso, quels sont les différents, disons, les différentes parties, les différents composants, n'est-ce pas, de l'Arche tel que c'est conçu aujourd'hui par le président Patrice Talon? Très bien. Alors voilà, moi, Arche, ce qui me navre dans Arche, c'est qu'on a tout mélangé. On a mélangé. Vous ne voulez pas encore dire d'abord ce qu'il y a de bien? Ce qu'il y a de bien dans Arche, ce qu'il y a de bien à Arche, c'est que Arche parle, pour moi, ce qu'il y a de bien dans Arche, c'est la protection.
social au sens strict du terme. C'est le principe. C'est la protection, le principe. C'est la protection. Lorsque tu penses à assurer le peuple, lorsque tu penses à lui donner une retraite digne, même quand il ne travaille plus, c'est beaucoup. C'est ça qui a, pour moi, c'est ça qui a de bien dans Arche. Voyez-vous. Mais Arche, il n'y a pas que ces deux composantes-là, il y en a 4 qu'ils ont étudiées en même temps. C'est-à-dire assurance maladie, la formation, les microcrédits, tout ça mélangé ensemble. Qu'on le veuille ou non, ceux qui ont rédigé ce document, et il y a des choses qui sont certainement mélangées dans leur tête. Je les respecte beaucoup pour avoir sorti un document que moi j'ai réussi à avoir qui s'appelle Bénin révélé, programme d'assurance pour le renforcement du capital humain, édité en octobre 2017. Cette brochure-là, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait, mais moi je me suis bagarré pour l'avoir. Mais chaque fois que je pose la question à des journalistes, ils me disent qu'ils ne l'ont pas. Alors, je dis que normalement, ceci devait être divulgué. Mais je m'écarte un peu de votre question. Non, allez-y. Alors, je m'écarte un peu de votre question. Mais qu'est-ce que vous m'avez posé là? Oui, enfin, c'est qu'il y a de bien quand même. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est bien ça. Voyez-vous. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'il y a de bien, c'est bien, mais ça, c'est normal qu'un gouvernement fasse ça. C'est quelque chose de normal. Monsieur le candidat Rançon, oui. Lorsque le gouvernement a quand même voulu scinder ce projet-là en 4 volets, est-ce qu'on peut toujours parler donc de confusion? Voilà, parce qu'il y a une politique qui est destinée à chaque volet, microcrédit, formation, retraite et maladie. Oui, moi j'ai peur qu'il y ait eu des interférences, voyez-vous. Lorsque on parle des plus démunis, des pauvres extrêmes, des non-pauvres, ça c'est des notions propres au développement économique. C'est des notions essentielles pour savoir comment gérer un développement économique. Mais l'assurance se fiche pas mal de tout ça. L'assurance ne veut pas entendre parler de plus démunis, de moins pauvres, de plus pauvres. Ça n'existe pas. L'assurance devait rester généralisée. Faire cette distinction-là, c'est une hérésie, réellement une hérésie en matière d'assurance. Ça ne se fait pas. Pensez-vous que c'est de la discrimination? Mais c'est de la discrimination, ce n'est pas de la discrimination au sens politique du terme, mais c'est de la discrimination sociale. Lorsque tu dis que démunis, plus démunis, moins démunis, c'est bon pour la formation et pour les microcrédits. Ça n'a rien à voir avec l'assurance. C'est pourquoi je dis qu'il y a sûrement confusion de méthode dans le travail qu'il y a fait. La distinction de pauvres et machin truc, ils ont fait ça aussi pour le RAMU, mais ça a échoué. C'est une autre raison de l'échec du RAMU. Et comme je dis, il y a des notions de développement économique qui ont été appliquées à l'assurance maladie et retraite. C'est une hérésie. C'est une erreur de méthodologie. À partir de ce moment-là, tout est embrouillé. Qu'est-ce qui devait être? Quand l'État, je finis, quand l'État dit, bon, je prends en charge 100% des primes des pauvres extrêmes, je prends en charge 80% des primes de non-extrêmes, je fais ça. L'État crée déjà une discrimination, n'est-ce pas? Or, comment? Mais parce qu'il dit, je prends en charge 100% des primes des plus pauvres extrêmes, je prends en charge 80%. C'est une discrimination. Est-ce que la discrimination n'est pas naturelle? Vous aviez dit tantôt que trouver 1000 francs au Bénin, ce n'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas pour réparer donc cet handicap naturel? Vous savez, en matière d'assurance, c'est un principe. Il n'y a pas de discrimination. En principe d'assurance maladie, c'est un principe. Il n'y a pas de discrimination. Si vous n'acceptez pas ça, il n'y a pas d'assurance, c'est pas compliqué. Mais monsieur Rançon, on aura du mal à vous suivre quand on sait que le pouvoir d'achat des deux couches, ceux qui sont plus pauvres et ceux qui sont plus riches, on ne veut pas faire la comparaison. C'est pourquoi l'État vient insister quand même les plus pauvres. Je vais vous dire quelque chose. Pendant 60 ans, j'en sais rien, pour assurer les gens, on se fondait sur le travail. Ça aussi, c'est une hérésie. On se fonctionne sur le travail alors que 94% de la population
Il n'a pas de fiche de paye. Comment on peut soutenir ça? Et ça, ce n'était pas l'initiative de l'État, en tout cas, ce n'était pas généralisé. De quoi? Cette assurance dont vous parlez pour les fonctionnaires. Mais justement, cette assurance-là, c'est une incongruité. Parce que, voyez-vous, sur 10 millions là, de personnes là, combien ont de fiches de paye? Ils n'ont pas de fiches de paye. Or, l'assurance, le soi-disant assurance, est fondée sur la fiche de paye. C'est une hérésie. Comment on fait ça? Donc, tout le reste, on vous dit, bon, vous, on vous laisse de côté parce que vous n'avez pas de fiche de paye. C'est ce qui s'est passé, effectivement, jusqu'à maintenant. Mais chaque citoyen avait la possibilité d'aller donc s'inscrire auprès des assureurs de son choix. Mais avec quel argent? Mais avec quel argent? Et l'État, en ce moment-là, fait quoi? L'État, son rôle, c'est de nous protéger. C'est de protéger la mère et l'enfant. C'est dans la Constitution. Il fait quoi, l'État, en ce moment-là? On ne peut pas dire... Tenez, je vais peut-être anticiper. Il y a un dispositif là-dedans où on dit que l'État va rendre l'assurance maladie obligatoire. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une mesure incitative, non? Mais non. Je dis, l'être humain, là, ce n'est pas une voiture. Une voiture, on vous dit, l'État, pour protéger, les gens disent, vous devez vous assurer en responsabilité civile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as envie de te tuer au volant, tu te tues. Mais tu ne vas pas commettre un dégât à quelqu'un d'autre impunément. Donc l'État dit, tu dois t'assurer en responsabilité civile. Mais dans le cas de l'assurance maladie, c'est pas ça. Tu ne causes de dégâts à personne là. Pourquoi tu vas m'obliger si je n'ai pas envie ou que je ne peux pas le faire, que financièrement je ne peux pas le faire? Comment ça va se passer? Donc si je ne peux pas le faire, et ce sera le cas pour la majorité des gens, je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller devant une assurance pour dire, je vais me... Comment ça va passer? Est-ce que ce n'est pas en pensant aux ressources, parce qu'une telle assurance et une assurance généralisée a besoin quand même de ressources pour être financée, pour tenir? Est-ce que ce n'est pas en pensant à cela que l'État a fixé dans ce principe? Je me suis posé la question pendant longtemps. Et essayer de comprendre pourquoi l'État se permettait d'exclure des gens de l'assurance, du système d'assurance qu'il propose. D'abord, l'État n'a même pas le droit de faire ça. Parce que le système qu'il propose lui-même n'est pas basé sur l'argent du développement économique. On ne va pas chercher l'argent du porc pour mettre ça dans le social. Ce n'est pas l'argent du coton qu'on va prendre pour mettre dans le social. Ce n'est pas de l'argent de la filière en arcade qu'on pas pour mettre dans le social. C'est nous-mêmes qui créons notre affaire. C'est nous qui cotisons. C'est nous qui cotisons. C'est notre argent. Ce qu'on demande à l'État, c'est tout simplement d'organiser ça. Parce que qui va se lever pour dire je vais l'organiser? Il n'y a que lui. On lui dit de nous organiser ça. Mais après, mais qui me blesserait? Monsieur, au nom de quoi peut-il dire, peut-il en même temps proposer une cotisation comme il a fait lui-même par le biais du GSM, c'est-à-dire demander aux gens de payer pour leur assurance? Comment dans le même temps il peut se permettre de faire des discriminations? Qu'est-ce qui l'autorise? Mais monsieur Awansou, vous parlez d'exclusion, de discrimination, mais l'État lui parle quand même de mécanismes de protection sociale incluant une politique de cotisation individuelle des bénéficiaires et complétée par une subvention de l'État. Oui, mais ça s'il a envie de compléter par une subvention de l'État, ça c'est son problème. Ce que nous disons. Il ne devrait pas? Mais non, lui il ne devrait même pas. Pourquoi je dis qu'il ne devrait pas? Il faut que l'État, à mon avis, se mette à l'écart de cette affaire-là. Son rôle doit être, d'organiser ça, de contrôler l'office qui va gérer ça. C'est son rôle, ça. En quoi l'ajout de l'État pourrait être dommageable? Je vais vous expliquer. Vous savez, le RAMU a été créé depuis 2008, je crois. Il est resté sans effet pendant 4 ans. 3 à 4 ans, sans effet. C'est en 2011 que ça a été effectif, le RAMU. Pourquoi? Parce que l'État n'avait pas d'argent pour financer.
Parce que le premier budget que le ministère de la Santé a présenté à l'État, le budget de démarrage, avait déjà un déficit de près de 1 milliard. Le déficit dès le départ. Donc le projet était voué à l'échec. Donc l'État, on ne peut pas mettre l'État dans ça parce que le jour il va dire j'ai pas l'argent pour payer. Subventionner. Comment on fait? Alors que l'État garde ses subventions pour faire autre chose. Ce que nous disons, il faut que nous on cotise. On cotise, on lui dit simplement organise l'affaire, aide-nous dans la gestion de l'affaire. C'est tout. Parce que dès que tu mets l'État dedans, là, tu es surtout sous nos cieux ici, tu es sûr qu'il y aura des problèmes dedans. Et lorsque vous posez la question, est-ce que ce n'est pas à cause de l'éventail de ce qu'il faut assurer que, bon, très bien, je vous disais que moi-même, je me suis posé la question. Mais alors, on doit d'abord déterminer combien on a, combien on peut avoir, le maximum que le contribuable peut supporter. Et en fonction de ça, on détermine les risques à couvrir. C'est comme ça. On détermine les risques à couvrir uniformément pour tout le monde. On ne peut pas dire qu'on va, c'est pas moi, on va assurer des prothèses dentaires ou bien des prothèses de la hanche ou des choses comme ça, si on ne peut pas le faire pour tout le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Si on fait une chose, c'est pour tout le monde. Je dois pouvoir opérer le pauvre paysan. Je dois pouvoir l'assurer contre une opération à cœur ouvert de la même façon que je dois assurer le riche du pays. C'est quelque chose qui doit être... Vous savez, la solidarité, ce n'est pas un vain mot, vous savez. La solidarité, moi je prêche depuis des années pour que dans le pays, le gouvernement initie, propulse une politique de solidarité dans le pays. Solidarité qui n'existe pas. Vous allez dans le pays, n'importe quel pays, vous ouvrez la radio en France, c'est ça que je connais, vous entendrez toujours solidarité. Chaque fois solidarité. Il y a des partis qui sont créés même sur la base de la solidarité. Chez nous, ça n'existe pas. Alors que l'assurance, là, maintenant, là, c'est basé sur une politique de solidarité. Si on ne reconnaît pas ça, c'est pas la peine. Et l'État, de mon point de vue, devrait essayer de s'en écarter le plus possible, si ce n'est l'organisation et la gestion, la supervision de la gestion. Voilà. Autrement, je ne la vois pas dans cette affaire d'assurance. Et du coup, ça lui enlève le droit d'exclure des gens comme il entend. Voilà. C'est mon point de vue. Oui, à vous entendre, tout le projet à repenser, à recommencer carrément. Vous savez, il y a deux choses dans cette affaire. Vous avez le programme et le projet. Si on doit reprendre quelque chose, ce n'est pas le projet, c'est le programme. Parce que le projet là, c'est le projet assurance maladie retraite, c'est ce dont je parle. Mais ce projet tire sa substance du programme. Le programme, qu'est-ce que je vous dis moi? Le président nous a dit, si, c'est lui-même qui l'a dit, hein, c'est pas moi, il dit, si on fait quelque chose de mal, il faut avoir le courage de rétro-pédaler et de revenir à la charge. Il nous l'a enseigné. Il nous l'a enseigné. Ce n'est pas parce qu'on va revenir en arrière qu'on est faible ou bien qu'on n'a pas... Vous savez, ça a été conçu dans l'euphorie de la rupture. La rupture, l'étape euphorique est passée maintenant. Nous sommes à une étape stable. Et je suis sûr que si aujourd'hui, on demandait aux gens de refaire le programme, ça ne se ferait pas comme ça. Ça ne pourra pas se faire comme ça. Ce n'est pas possible. D'abord, le chef de l'État, s'il a eu le temps de le lire, lui-même ne l'acceptera pas. Parce que le chef de l'État, je m'excuse de juger mon chef de l'État, mais le chef de l'État, quand il est venu au pouvoir, il est venu au pouvoir avec un manteau, le manteau d'homme d'affaires. On ne peut pas lui enlever ça. Il est venu avec ça. Il portait ce manteau quand on l'a élu. On savait qu'il portait ce manteau-là. Mais il a porté pendant un certain temps. C'est humain, c'est normal. Et quand il a porté là, c'est dans ce moment-là que ce programme-là a été concocté. Mais au fur et à mesure que l'État avançait, le chef de l'État, il a affiné sa stature sociale. Il a montré qu'il était devenu le chef un chef d'État d'un pays pauvre. Moi, je dis les choses comme je le pense. Parce que
j'ai beau soutenir quelqu'un, mais je dis les choses comme je le pense. Et c'est là que j'ouvre une petite parenthèse là pour vous les jeunes. Il faut que vous sachiez que les anciens, comme disait Carlos la dernière fois, il n'y a que les anciens qui peuvent dire réellement ce qu'ils pensent. Pour vous. Parce que les jeunes, ils ont d'autres soucis. Et puis, ils ont d'autres préoccupations. Il n'y a que ceux-là qui s'en vont comme nous autres là, qui pouvons dire, puisque nous n'avons rien à demander, nous n'avons rien à chercher, nous ne postulons plus rien du tout. Donc, nous sommes obligés de dire ce qui ne vont pas pour vous. Donc, c'est une parenthèse, parce que ça, les jeunes ne comprennent pas ça. J'ai lu des trucs désobligeants sur les réseaux. Avansou, qu'est-ce que tu veux mais je dis... Non, les gens se trompent souvent d'Avansou. Vous, c'est Candide et Parodi. ça c'est un autre problème. C'est vrai. Mais parce que les deux noms voilà, font le tour des réseaux sociaux. Oui, mais moi, je m'appelle Candidat. Vous êtes de la mouvance, vous soutenez le pouvoir. Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si la mouvance fait bien, je vais le dire. Je vais dire qu'il a bien fait. S'il fait mal, je dirais qu'il a mal fait. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise, moi? Et s'il veut faire bien, et qu'il y a des gens qui veulent lui faire des enfants dans le dos, je dirais, ah non, il y a ce problème. C'est ce que je fais maintenant. Parce que pour l'assurance maladie, je sais, je suis convaincu, je n'ai jamais vu le chef de l'État, je ne lui ai jamais serré la main. Il ne me connaît pas, mais je sais que si c'est aujourd'hui qu'on devait faire ça, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Parce que ceux qu'on a mis au palais là, pour concocter cette affaire-là, mais écoutez, on les a mis là, tout juste après le truc, tout le monde était un peu mélangé, et on se dit, ben, nous avons au pouvoir un chef d'État capitaliste. Nous avons au pouvoir un chef d'État de droite. C'est le manteau qu'il avait avant qu'on l'ait amené. Alors, ces exclusions, tout ça là, ça c'est une politique de droite. Je vais être clair. C'est une politique de droite. C'est pas une politique sociale. J'aime pas dire politique de gauche parce que tout de suite on pense que le contraire de la droite c'est la gauche. Mais c'est pas ça. Ce truc n'est pas social. C'est pas asocial, il est antisocial. Je prends le risque de dire que chaque fois que j'ouvre une page du programme Arche, je dis, mais bon Dieu, mais enfin quoi. Tout à l'heure, en venant, je passais le péage. Quand une idée m'est venue à la tête, je dis, mais au nom de quoi l'État, et ce que je disais tout à l'heure, au nom de quoi l'État va exclure les gens? Mais ce n'est pas son argent. C'est pas son argent. Il faut que l'État sache que ce n'est pas son argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a pas le droit. En fait, qui veut s'y engage. Mais, je n'ai pas compris. Qui veut s'y engage. Celui qui veut souscrire à l'assurance maladie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est quoi alors? Tout le monde est obligé de s'assurer. Tout le monde est obligé de s'assurer. C'est pourquoi je vous dis, on n'a pas besoin de rendre ça obligatoire. L'État, ce que l'État peut faire, c'est ce que nous disons, faire en sorte que tout le monde s'assure. Pour que tout le monde s'assure, il faut qu'il mette une taxe sur un petit quelque chose, une petite taxe sur quelque chose, et qui assure tout le monde. Le Béninois n'a même pas besoin de savoir qu'on lui a pris de l'argent pour l'assurer. Il n'a pas besoin de savoir ça. Puisque lorsqu'il prend une bouteille, lorsqu'il passe une communication, il sait que c'est d'office qu'il y a une petite taxe là qui va pour son assurance maladie. Il ne s'en apercevra même pas. En fait, la forme d'assurance que vous prescrivez, c'est qu'il ne faut pas que les assurés, les bénéficiaires, déboursent de l'argent que l'État assure à travers les taxes directement l'assurance. Exactement, vous avez tout compris. On ne peut pas dire aux Béninois, tu vas prendre l'argent pour... Mais c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Justement, j'allais poser la question. Dans les autres pays, est-ce comme ça que ça se passe? Mais c'est comme ça. Mais seulement la différence, c'est que... Prenons la France parce que c'est le pays que vous connaissez le mieux. Mais la différence, c'est quoi? C'est que là-bas, la plupart des gens travaillent. Et ils ont une fiche de paye, non? Et là, si l'assurance est basée sur la fiche de paye, il y a une raison, parce que... Ça veut dire qu'il a un prélèvement du moins à la source. À la source? Oui. Justement. Mais c'est parce que ce prélèvement à la source-là, on ne peut pas le faire ici, qu'on est obligé de changer le facteur taxable. Le facteur taxable ne peut plus continuer d'être le travail. Parce que si ça continue d'être le travail, eh bien, il y aura toujours plus de 90% de la population qui n'en aura pas. Et sous cette forme-là, ça s'est vu où? Ça se fait où? C'est-à-dire la forme que vous décrivez là, à savoir taxer les boissons.
taxer les communications? Je ne peux pas vous dire, il y en a certainement, mais je ne peux pas vous dire, honnêtement, dans tel pays, ça se passe comme ça. Mais ça n'a aucune importance. C'est que ça se taxe sur quelque chose, non. En France, ça se taxe sur le travail. Nous sommes d'accord. Bon, mais est-ce que ça se taxe sur le travail où on prélève l'argent au lieu que ce soit... la même chose. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tu travailles et au lieu d'aller payer, on te prend ça. Parce que c'est tout simplement parce que c'est plus facile. C'est plus facile de te prendre l'argent à la source que de te demander d'aller payer. Vous comprenez ça? Bien sûr. Bon, mais ça veut dire qu'en fait, ça sort toujours de votre poche, de la poche de la famille. Exactement, ça sort toujours de votre poche. Mais chez nous ici, comme nous ne travaillons pas, comme tout le monde ne travaille pas. Comme tout le monde ne travaille pas, comme tout le monde ne peut pas avoir la fiche de paye. Mais alors, il faut bien qu'on réfléchisse à trouver autre chose. Bon sang, mais enfin... Et je peux vous assurer, monsieur le journaliste, que c'est simplement par ce manque de créativité que nous sommes restés jusque-là. Parce que moi, j'ai lu des rapports de directeurs de la caisse qui ont dit, mais comment voulez-vous que j'assure les gens contre la maladie? Ils ne travaillent pas. J'ai lu ce rapport-là. Est-ce que, sans être fataliste, c'est pas le Bénin, c'est pas le type de pays que nous sommes, un pays sous-développé qui est incompatible simplement avec cette forme de protection sociale? La forme que je propose là. Bien sûr. Comment c'est incompatible? Mon cher ami, tu vas boire dans un pays sous-développé. Tu bois ta bouteille de bière, non? Ou bien, tu bois FIFA, non? Depuis que ta maman t'a mis au monde, depuis au sein là, tu bois. Jusqu'à ce que tu meurs, tu bois. On vous dirait aussi qu'il y a des gens qui sont abonnés au depuis. Mais, tout de même. Et c'est ça la solidarité. Là où, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont riches, qui peuvent dépenser 1000 bouteilles par mois, qui peuvent payer pour 1000 bouteilles par mois, parce qu'il y a des cérémonies, il y a des mariages, il y a des machins qui peuvent dépenser plein. Dans le même temps, il y a des gens qui ne peuvent dépenser que peut-être 50 bouteilles par an, qui ne peuvent payer que pour 50 bouteilles par mois. Et c'est ça la solidarité. Celui qui a plus paie plus, sans qu'on le brime, parce qu'on ne lui demande pas d'aller acheter à boire aux gens. C'est lui-même qui achète avec son argent. Et l'autre qui, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas en acheter autant que lui, il achète moins. Mais l'objectif est le même. Et c'est là, entre les deux, là, qu'il y a le facteur solidarité. C'est ça la solidarité. Est-ce que le bourg n'échappe pas au gouvernant, n'échappe pas au Bénin à chaque fois? Est-ce qu'on ne bute pas sur des difficultés lorsqu'on veut généraliser la protection sociale, puisque cette forme d'assurance existait quand même au Bénin, dans des mutuelles, dans des sociétés privées, etc. Alors, je vais vous expliquer. Les mutuelles, commençons par les mutuelles. Les mutuelles, c'est quoi? Les mutuelles, c'est rien du tout. Les mutuelles, entre eux pour tout, assurent 2% de la population. Et les mutuelles étaient créées pour quoi? Et ça marche? Et ça marche surtout, semble-t-il, dans le Nord. Ici, ça marche. Ça marche, je ne peux pas dire non, mais ça marche pas beaucoup, mais je vous dis, c'est 2%. 2%. Mais ça a été créé pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans ce pays-là, l'informel est laissé pour compte. L'informel n'a rien, il n'y a rien qui protège l'informel. C'est pas normal ça quand même. Et c'est parce que les partenaires étrangers ont compris ça que le BIT et certaines ambassades nous ont aidés à créer ces mutuelles-là. Mais ces mutuelles-là, c'est rien. Ils ne protègent contre rien, ils protègent contre le palu. Si tu as quelque chose qui dépasse ça, c'est fini. Et c'est uniquement, c'est parce qu'il n'y avait rien pour l'informel. C'est pourquoi ces mutuelles ont été créées. Mais ils ne couvrent que 2%. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas partir de cette base et améliorer? Améliorer quoi? Améliorer l'assurance sous la forme des mutuelles, telle que ça existe déjà aujourd'hui. Mais, si vous voulez, nous parlons de la même chose. Les mutuelles, ils cotisent, non? Les gens, ils cotisent. Sauf que, souvent, ils ne cotisent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, c'est subventionné par ses partenaires. Non, c'est pas subventionné. Si tu ne paies pas, la mutuelle te coupe ton affaire, c'est terminé.
Si tu ne payes pas la mutuelle, dis bon, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas contraignant. C'est pas contraignant. C'est pas contraignant. C'est ça, je connais bien parce que j'ai travaillé avec eux. C'est pas contraignant. La mutuelle dit bon, mais tu n'as pas payé, mais tu es sur le carreau, c'est terminé. C'est pour éviter tout ça qu'il faut que ce soit un système global. Parce que dans ce pays-là, des 10 millions que nous sommes là, il n'y a que 900 000 personnes qui soient assurées, vaille que vaille. 1% des gens sont bien assurés. C'est-à-dire, ce 1% des gens-là, c'est le secteur privé formel. Les entreprises qui marchent bien et tout ça, 1%, ils paient leurs primes aux assureurs privés, voyez-vous, leurs primes maladie aux assureurs privés et leurs primes retraite à la caisse. Ils sont bien assurés. Médicaments, diagnostics et médicaments, bien assurés. Mais ils sont 1%. Il y a 6% qui sont assurés par l'État, mais mal assurés par l'État. Parce que l'État dit, bon, je vous donne les 4/5e pour votre diagnostic, mais les médicaments, je ne m'en occupe pas. Ça, il faut oublier ça, c'est pas de l'assurance. C'est de l'assistance, ça. C'est de l'assistance, c'est pas de l'assurance. Voyez-vous. C'est le schéma, ça. Avant que le président Boye ne vienne, avant que M. Talon vienne enfoncer le coup. Voilà, c'est ça. Donc, ce que nous disons, c'est généraliser le système de mutuelle, c'est la même chose. Il faut cotiser. Et nous disons qu'on ne peut pas laisser les gens cotiser individuellement parce que l'échec du RAMU est là et les incertitudes des mutuelles sont là. Parlons justement de votre solution que vous préconisez, l'instauration de tasses pour permettre le prélèvement directement. Dans un contexte où le pouvoir d'achat du peuple est faible, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura de la résistance parce que les gens vont dire les prix ont augmenté sur des produits de consommation? Quand je vais dans les magasins, j'étais hier allé acheter une bouteille de gaz. Je l'avais acheté à 6 000 francs il y a quelques mois. Je suis allé là-bas hier, on m'a dit que c'est devenu 6 800. J'ai dit, mais pourquoi? On m'a dit, mais c'est comme ça. C'est l'État qui fixe. Mais vous croyez que c'est pour cela que je ne vais pas acheter du gaz? J'achète le gaz parce que c'est comme ça. La maladie, on ne peut pas... D'abord, le consommable, le citoyen, ne s'apercevra pas de la petite tasse que tu mets sur sa boisson. Il ne s'apercevra pas. Mais il faut bien le lui expliquer. Mais il va comprendre tout de suite. Les travailleurs vont rentrer en grève, les prix ont flambé, il y a problème. C'est pourquoi je dis que au moment de faire ce programme-là, on aurait dû inviter tous ces gens-là. On aurait dû inviter les gens qui représentent le peuple. Pour que ce ne soit pas un document de technicien, tout simplement un document catimini. C'est quelque chose qui devait être national. Lorsque on a voulu faire la réforme pour les institutions, on a invité des gens. On a même demandé aux citoyens qui le désiraient d'envoyer leurs observations par écrit. Est-ce que cette étape ne va pas être assurée par l'Assemblée nationale puisque le projet n'est pas encore étudié en plénière? Mais je supplie les députés. Je les supplie parce qu'ils ne peuvent pas ne pas tenir compte. Écoutez, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis rien du tout. On ne me connaît pas. Mais il faut que quelqu'un parle de cette affaire. Et j'en parle. Et il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Mon souhait, c'est que les députés puissent comprendre. Si ce que je dis, si mon cri sur les ondes, c'est pas juste, j'attends qu'on me dise, monsieur, ce que vous dites là, ça ne tient pas debout. Je n'attends que ça. Ce que je veux, c'est que quelqu'un prenne son téléphone et qui me dise, mais dis donc, mais ce que vous racontez là, ça ne tient pas debout. Avant l'étape du Parlement, est-ce que vous avez pris des attaches avec le pouvoir central? Que c'est lui qui conduit le projet? Lorsque le programme là a été adopté, le programme Arche a été adopté, je me suis frotté les doigts. Je me suis dit, oh bon Dieu, donc ils vont prendre cette affaire de protection sociale, assurance maladie et retraite en charge. Vraiment, je me suis dit, je suis sauvé. Ah, et puis, j'attends.
bon, pour moi, un de ces jours-ci, on doit nous dire, bon, ben, ça y est. Et puis, je me dis, mais comment ils sont en train de traiter la protection sociale? Est-ce que... Enfin, je vais voir. Et je me suis invité dans le débat. Je me suis invité de façon audacieuse. On aurait pu me dire, bon, ben, monsieur Ansou, vous n'avez rien à faire là, on ne vous a pas mis, on ne vous a pas désigné pour... Mais, j'ai eu de la chance, j'ai été reçu par le directeur, par le président de la commission de l'unité d'action du projet. Puisque le programme est déjà terminé. C'est le projet qui était en cours d'étude des différentes possibilités. Donc, je l'ai vu, il m'a expliqué la manière dont on faisait les choses et m'a remis ce document-là. C'est à partir de là que j'ai dit, ah, donc c'est ça qu'on est en train de faire pour nous. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'inquiéter. Et quand j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai demandé rendez-vous à la ministre des Affaires sociales. En lui demandant rendez-vous, je lui ai donné tout ce que j'ai écrit sur le sujet depuis 8 ans. À l'appui de mon rendez-vous. On ne peut pas me dire que je n'ai pas aidé. Elle ne me l'a pas demandé, je lui ai envoyé. Finalement, on m'a drainé vers le directeur de l'unité d'action. Je lui ai donné tout ce que j'ai écrit. Gratuitement, on ne m'a rien demandé. Donc, on ne peut pas me dire que je joue au cachotier ou bien alors je ne veux pas montrer ce que je sais. Mais j'ai tout donné, j'ai tout livré. Et le retour? Mais personne ne m'a rien dit. Mais personne. D'abord, je regrette, mais la mise n'a pas reçu. 1, 2, le directeur qui a bien eu l'amabilité de me recevoir au départ, il a dû s'apercevoir que je n'étais pas dans la même optique du tout que lui. Alors depuis là, quand j'appelle, personne, silence total, c'est ça que je reproche à ce pays. C'est ça que je reproche. J'ai fait des articles pour dire même que si j'étais lui, si j'étais à la place du directeur, je dirais au chef de l'État, je fais ce que vous me demandez de faire, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des opinions qui sont cela. Mais le chef de l'État, vous croyez qu'il est au courant de ce qu'on est en train de dire là maintenant? Puisque vous avez énormément donc écrit dans la presse. Mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais la presse là, je me suis rendu compte que personne ne lit. Malheureusement, je me suis rendu compte que si. Bon, ben, je ne vais pas dire ça, hein, parce que je sais que les gens lisent, je sais, même en haut lieu, hein, je le sais. Mais est-ce qu'on en tient compte pour faire une fiche au chef de l'État? Le chef de l'État, mais c'est lui qui décide après tout. Mais s'il ne sait pas ce qui se passe là, comment ça? Vous croyez que ce que je dis là maintenant, il y aura quelqu'un, ce que nous disons ici, il y aura quelqu'un qui fera une fiche au chef d'État pour dire... Il y a une cellule de communication rattachée donc à la présidence. De communication que je respecte très bien. Direction de communication. Voilà. Que je respecte très bien. Je pense que celui qui est à la tête de cette affaire est un monsieur très compétent. C'est mon point de vue. Et je l'appelle, mais nous avons des relations particulières. Je l'appelle pour dire, voilà ce que je fais. Voilà. Bon. Il ne m'a jamais dit, ça, ce que tu fais là, c'est mauvais. Si c'était mauvais, il m'aurait dit, ça, ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais ça n'a pas bougé. Mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. J'ai dit, bon, mais très bien, maintenant je tape haut. Je ne suis rien du tout dans la nation. Taper haut, c'est écrire à l'Assemblée nationale. C'est écrit d'abord au président de l'Assemblée nationale. C'est écrit à tous les présidents de groupe. C'est écrit à tous les présidents des différentes communications. J'ai fait ça. À mes frères. Et c'est écrit également au président du Conseil économique et social. J'ai fait tout ça. J'estime que j'ai fait mon devoir. Oui, mais M. Ransou, est-ce que tout le problème de votre approche, ce n'est pas que c'est révolutionnaire fondamentalement? Ça remet en cause carrément le projet tel que c'est pensé et exécuté ou est en voie d'être exécuté aujourd'hui. Oui, je suis obligé d'être d'accord avec vous. Le projet, dans son fondement, est révolutionnaire. Il est révolutionnaire parce qu'il change quelque chose qui était là depuis 60 ans. Le projet de Talon est révolutionnaire. Il faut lui dire, même si lui-même n'est pas un révolutionnaire. Le projet est révolutionnaire. C'est pourquoi nous devons l'aider pour que ça porte ses fruits. Le président, il nous dit qu'il veut, en tant que chef d'État, il nous dit légitimement
qu'il veut être porté en triomphe à la fin de son quinquennat. C'est ça qu'il a dit, non? Mais moi, je veux bien le porter, mais avant de le porter, il faut que je vive d'abord, non? En fait, vous voyez trop tôt l'échec de ce projet si c'est exécuté tel quel. Je vois l'échec de ce projet. Je vois l'échec. Et je dois vous dire, mais l'opposition ne lui permettra pas ça. Parce que si moi j'étais opposant, je me comporterais autrement, je ne dirais rien. Mais pour l'instant, la seule opposition à ce projet, c'est vous. Ben oui. Candidat Wansou. Mais oui, mais il faut bien que quelqu'un s'oppose. Pour dire au président, ce que vous faites là, c'est extraordinaire, mais ne vous laissez pas entre griffes entubées. Ne vous laissez pas faire un enfant dans le dos. Est-ce que c'est un appel de pied à l'opposition parce que vous vous sentez un peu trop solitaire dans la lutte? Vous voulez des épaules pour mieux vous faire entendre? Vous savez, je dirige une organisation, une petite ONG qui n'a pas d'audience encore. Le groupe d'action pour une meilleure qualité de vie. Bon, je me suis dit, je vais y aller avec ce groupe-là. Parce que si jamais je mettais d'autres groupes, les grosses pointures dedans, on me dirait que c'est politique. Vous êtes d'accord avec moi? Si je mettais les grosses pointures dedans, on me dirait que c'est politique. J'ai dit, bon, mais ça ne me fait rien, je vais y aller comme ça. Je vais y aller comme ça. Donc, je ne fais la part belle à personne. Je dis que ce que fait le chef de l'État, c'est révolutionnaire, c'est formidable. Et je dois dire, si vous voulez connaître tous mes sentiments, tout ce que le président Talon fait là, le programme d'action là. Mais moi, en tant que Wansou Candide, la chose la plus importante pour moi, c'est la protection sociale. Ce n'est pas les routes. Ce n'est pas les infrastructures. Non. Parce que ça, là, je m'excuse, mais c'est pas venu avec le président Talon. Les gens ont toujours fait ça. Les gouvernants ont toujours fait ça. Mais lui, il faut reconnaître, il est venu, il le fait mieux. Et nous l'appuyons. Mais ce que les gens n'ont pas fait là, s'il fait ça, lui, et qu'il le fait bien, ça devient révolutionnaire. Donc, il faut qu'on sache que il faut qu'on le soutienne. Mouvance opposition, c'est la même chose. Donc, il faudrait qu'on le soutienne et qu'on dise la vérité. C'est vrai que moi, je me sacrifie parce que j'aime bien rester dans mon coin. Je n'avais pas du tout l'intention de venir me faire connaître à la radio, machin, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pourquoi je ne fais qu'écrire ce qu'il y a dans ma tête. Mais là, vous savez, même en écrivant là, ce que j'écris ces derniers temps là, vous avez des collègues qui me disent, ah, monsieur Wansou, là, vous allez trop fort, maintenant, on ne peut pas vous publier. Voilà ce qu'il y a dans ce pays. Ce que je dis là, où est la subversion dans ce que je dis là maintenant? On aurait dit le propre des Wansou. Où est la subversion? Hein? J'aime le chef de l'État. Je dis ce qu'il faut pour que son quinquennat. Mais quand les journalistes me disent, ça, monsieur Wansou, vraiment, ça là, oh là là, on ne sait pas comment faire, on ne peut pas publier ça, parce que comment ils vont prendre ça là-bas? Je dis, il y a un problème. Il y a un problème parce que si on ne peut pas dire la vérité, dans un journal, même s'il s'appelle La Nation, si on ne peut plus dire la vérité dedans, il y a un problème. Donc il faut mentir au chef de l'État. Il faut lui dire que bon, ce que tu fais là, c'est très bien, machin. Non. Et quand un journal me dit ça, je dis, bon, maintenant ça va, je ne t'envoie plus rien du tout. C'est terminé. Parce qu'on ne peut pas aller contre ma liberté de penser, dans la mesure où tu n'insultes personne, dans la mesure où tu es poli, tu dois dire ce que tu penses. Voyez-vous. Mais ça, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse très importante. Et il faut dire, et puis surtout nous les personnes âgées, il faut nous laisser dire ce qu'on pense. Parce qu'on ne cherche rien. Il faut prendre le risque pour les jeux. Ou bien exactement, il ne faut pas. Parce que moi, ou bien, j'ai la tête de quelqu'un qui cherche un poste de ministre ici maintenant. Ou bien, moi je n'en sais rien, moi. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens dire. Et je dis au président Talon que vraiment, il faut qu'il revoie le programme Arche. Justement, voilà. Monsieur candidat Wansou, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la difficulté sur laquelle vous butez juste là, c'est le fait que la réponse et la seule réponse à vos sollicitations, c'est encore une fois Patrice Talon?
C'est lui qui a pensé le projet, c'est son projet et décliné peut-être par des techniciens. Mais c'est lui, je vais vous dire pourquoi c'est lui. D'abord, il est responsable de tout. Parce que c'est lui le chef de l'État. Ou bien, je n'aime pas les chefs d'État qui disent « Ah, mais je n'étais pas au courant. Hein, on a entendu ça ici. » Ou bien vous avez oublié ou pas. On a entendu ça aussi, on dit « Ah, mais je n'étais pas là quand on a fait ça. » Non, je pense que le président Talon n'est pas de cet acabit-là. Mais bien sûr que je pense que c'est lui. Mais comment je vais faire moi? Je vais aller taper à sa porte. Ces gardes-corps, ils vont me renvoyer. Une audience, ça se demande aussi. Ça, j'en sais rien. Oui, mais c'est un papier, comme vous en avez déjà l'habitude. Oui, mais je dois vous dire que ce n'est que 7 ans c'est que je me suis dit, bon, après tout, je suis un citoyen comme tout le monde. Après tout, je suis un citoyen comme tout le monde. Je peux écrire au chef de l'État. Je peux lui dire ce que je pense. Et vous l'avez déjà fait? Non. Quand je quitterai ici, je vais le faire. Je vais le faire, je vais lui dire, voilà ce que je pense. Puisqu'à tort ou à raison, vous tasse quand même d'une certaine proximité avec le pouvoir actuel, ça ne devrait pas être compliqué, ça. Mais moi, pourquoi on n'a pas à me taxer? Le chef de l'État, là, il fait bien son travail. Je dis qu'il fait bien son travail. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis qu'il ne va pas. Mais pour moi, actuellement, il fait bien son travail. Quand son temps finira, quelqu'un d'autre viendra. Mais pour moi, même si on a des choses à lui reprocher, il fait bien son travail. Ce que je crains, c'est qu'il y ait des gens plus royalistes que le roi qui veulent lui faire autre chose. Là, vous parlez de l'entourage du chef de l'État. En pensant que c'est ça qui lui ferait plaisir. Parce que si ce n'était pas ça, comment pouvez-vous comprendre que un projet d'ordre social soit confié à la gestion de structures privées? Où est-ce qu'on a vu ça? Comment est-ce que quelque chose de social, la gestion de quelque chose de social, soit confiée à des commerçants? Est-ce que là, vous ne touchez pas une autre plaie qui ferait très mal donc, au pouvoir, puisqu'on sait que c'est presque un principe de fonctionnement du pouvoir actuel, ce que vous dites, ce que vous dénoncez? Non, non, non. Vous pensez? Voyez-vous, le port, là, le port, vous savez tous que le port a été confié moi, je suis d'accord. Si c'est réellement une affaire de rentabilité, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut que ce soit prouvé que c'est vraiment une affaire de rentabilité, une affaire d'efficacité. Le port, les hôpitaux, les universités, presque tout y passe. Ça, c'est vous qui faites la liste, c'est pas moi. Mais ce que je dois vous dire, honnêtement, ce que je dois vous dire, je suis conforté dans ce que je dis, après avoir écouté le Conseil des ministres le dernier, où on disait qu'il y a bien de services qui seront privatisés au niveau de Calavi. Oui. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon Dieu, est-ce que le débat que je mène là maintenant, est-ce que c'est pas un débat idéologique ou quoi? Je ne sais pas. Enfin bref, ça c'est... La gauche contre la droite. Voilà, exactement ce que j'ai pas osé dire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, là, j'ai peur que les gens qui ont concocté ce projet-là se mettent dans l'optique de la gestion privée, qui est le marigot du chef de l'État. C'est son marigot, non? Il est venu avec ça. Mais le chef... Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas là tout le problème? Est-ce que le chef de l'État actuel, commerçant de son État, peut penser autrement que par le privé? Est-ce que c'est lui qui a fait le document? C'est pas lui. Il a demandé à des gens de lui faire le document. On a dû mettre sur feuille ce qu'il voudrait qu'il soit. Ça, j'en sais rien. Là, vous m'entraînez... N'est-ce pas l'idéal? Là, vous m'entraînez sur un plan politique. Là, je ne rentre pas dedans. Au moins, l'idée première a été jeunée par quelqu'un. Non, mais, monsieur Rançon, oui, de votre position actuelle, vous avez dû diriger quand même des gens. Quand vous donnez des ordres, on va dans votre vision, dans ce que vous avez dit. Non? Ça, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Non. C'est vrai qu'on donne des directives. Mais je ne sais pas s'il y a des directives précises pour ce programme-là qui ont été données. Je constate... Si c'est donné sous cette forme, c'est à rectifier. Oui, c'est à rectifier. Je constate tout simplement qu'il y a des gens qui se sont réunis pour faire un travail. Des citoyens certainement honnêtes, aimant le peuple, à qui le chef de l'État a confié un travail. Et qui lui ont dit, pour gérer l'assurance maladie, il faut que tu confies ça à des assureurs privés. Je dis que c'est une hérésie, mais vous comprenez ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que ça signifie cette histoire-là?
Cela veut dire que, 1, toutes les primes des agents de l'État, pas agents d'État, j'entends, c'est dedans les fonctionnaires, les présidents de l'Assemblée, de machin, tous ces gens-là, l'argent là, ça ira aux assureurs privés. OK? On leur donne ça. OK? Deuxièmement, on leur paie 10% de commission sur cet argent-là. En plus de ça, on leur paie 5% de commission complémentaire pour d'autres services. Ça veut dire que ces messieurs vont s'enrichir non seulement de nos primes, mais également de 15% de ces primes-là. C'est ce que ça veut dire concrètement, c'est dans le bouquin, dans la brochure. Mais l'État assure donc la veille, malgré la délégation de pouvoir. Mais alors, quelle veille vous voulez que l'État suive là? C'est écrit. C'est écrit. L'erreur est dès le départ. Dès le départ, c'est écrit, c'est 10% plus 5%. Je n'ai pas le temps d'ouvrir ça. 10% plus 5%, ça fait 15%. C'est-à-dire que toutes les primes vont chez eux. Et deuxièmement, on paie 15% des primes que nous leur envoyons. Maintenant, vous allez me dire que l'argent là, est-ce qu'ils mettent ça dans leur poche? Non, mais c'est pour assurer les gens. Mais une assurance privée est mue par des règles de profit. C'est des commerçants. D'un jour à l'autre, il va te dire, ah, moi, là, il faut augmenter les taxes. Et les problèmes vont commencer en ce moment-là. Ce moment-là, la bouteille ou bien le produit GSM sur lequel l'État aurait mis peut-être 15 francs, l'assureur va dire, ben moi, l'argent là, ça ne me suffit pas, il faut le porter à 20 francs, à 25 francs. Et à ce moment-là, nous devenons esclaves des assureurs. Alors qu'avec un office supervisé par l'État, ça ne peut pas se passer comme ça. Et je suis absolument contre qu'on confie la gestion assurance maladie à des assureurs privés. Voilà déjà quelques jours, quelques semaines que vous avez écrit aux députés. C'est la dernière démarche que vous avez faite. Est-ce que vous avez déjà un retour? Absolument rien. Je ne sais pas, enfin je sais qu'ils ont reçu les documents, mais je n'ai pas de retour. Et je ne veux pas les bousculer non plus, parce que je ne veux pas les indisposer. J'ai fait ce que j'ai à faire, c'est eux à décider. Est-ce que vous avez fait une démarche particulière à l'endroit du président de l'Assemblée nationale? Je lui ai écrit personnellement. Je lui ai écrit à lui une lettre personnelle, mais je ne suis pas... Pour demander une audience? Non, mais je vais le faire. Je vais le faire, vous m'en donnez le courage, parce que vous savez, il faut savoir ses limites. Allez voir un président de l'Assemblée nationale... Non, mais si vous voulez contribuer à l'intérêt général, où est le problème? Bien sûr, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que peut-être qu'il peut lui aussi me poser des questions. Bien sûr, pour mieux comprendre. On ne sait jamais, je vais le faire. Je vais le faire dès que je quitterai. Décidément, cette émission me va passer à beaucoup de choses. Donc, je vais le faire. Vous le ferez aussi à l'endroit du chef de l'État? Je vais le faire. Parce que là, j'estime que c'est mon devoir. C'est mon devoir, il faut... C'est la continuation de votre combat. Ouais, il faut boire quand le verre, il faut le boire jusqu'à la fin. Je vais le faire. Je vais chauffer. Alors, Candide Aranso, si vous le permettez, nous allons donc établir la liaison avec la régie pour permettre aux auditeurs de s'inviter dans ce débat. Oui, c'est ça. À vous, l'antenne. Le tout premier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, Virgile. Bonjour. Monsieur Candide Aranso, salut. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jean Couton. Je vous appelle de Porte Nouveau. Je veux remercier pour toute votre éloquence et toutes ces explications que vous nous avez données. J'admire votre courage. Vous êtes à l'image de l'autre Aranso. L'application, c'est une continuité, à comme tu me dis. Mieux, j'ai appris qu'on ne construit pas l'avenir au passé. La conception de l'avenir est amenée dans l'œuvre. Je voudrais de notre point de vue faire l'objet d'une évaluation pour voir ce qu'a été cette institution dans tous ces composants avant la mise en place de l'arche. Est-ce votre avis? Deuxième question pour finir. Le mutisme dans lequel s'élaborent souvent les lois au Bénin pour inspirer certaines initiatives
me fait dire au regard du mécanisme du fonctionnement du RAMU. Depuis son avènement en 2008, comme vous l'avez dit, qui est basé sur des prélèvements qui se feraient mensuellement sur les salaires des travailleurs. Depuis sa création de 2008, évidemment, bien avant son encadrement par la loi 2015-42, adoptée le 28 décembre 2015, portant l'institution du RAMU en République du Bénin. Donc on a peu d'informations sur sa communication et que ça seule, la loi, l'acte, est une supercherie qui ne dit pas son nom. Et tout se passe dans notre pays comme si nos autorités affichent peu de respect ou du mépris, affichent du mépris à l'égard de leurs concitoyens. Je pense par exemple à la réhabilitation de la taxe de sur les véhicules. Vous devez savoir votre avis également à ce niveau-là. Merci donc à vous, Jean Coton. On va retrouver notre auditeur ce matin. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, bonjour monsieur. Il est reparti. On espère retrouver un autre auditeur ce matin pour des questions, des contributions aussi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où, votre nom et prénom? Je suis au camp des eaux. Vous appelez, je suis au camp des eaux. Mon nom, prénom, Eugène Ewagnon. Alors, nous vous écoutons. Voilà, je salue votre invité. Je suis un admirateur de ses écrits. Et un monsieur, franchement, excusez-moi, intelligent, comme sa fille, Laura. Et monsieur l'ambassadeur à Wansou. Bonsoir. Je vous salue. Merci beaucoup. Fidélité à toute la famille à Wansou, qui est intelligent né. Dites-moi, quand vous dites qu'on ne devrait pas confier l'assurance à des privés, en fait, j'avais eu des problèmes à ne pas saisir exactement, puisque en temps, la SBE est passée, c'est-à-dire une coupure. Je voudrais savoir, vous aurez proposé quoi au régime? Et ensuite, je voudrais savoir, en fait, je n'ai pas senti en vous cette phrase fétiche, l'assurance c'est du vent. C'est-à-dire, on vend du vent aux personnes. Parce qu'il n'y a rien là-dedans, en fait. Pour avoir eu cette chance de flirter dans ce secteur, je voudrais vous dire si nous partageons la même idée. Est-ce qu'il ne faille pas que le gouvernement, comme ils sont dans les affaires, crée leur propre assurance pour en fait aider, je dirais, ceux qui veulent aider. Là, le bénéfice irait, vous comprenez quoi, c'est-à-dire, bon, on divise en deux, une part pour eux, et l'autre partie, on fait leur prospérité partagée. Troisième question, je voudrais savoir, d'abord je vous remercie pour avoir au moins reconnu que, bon, avec le président Yahi qui a commencé, qui n'a pas bien ficelé, et qu'avec le président c'est du bien fait. Merci. Il faille aussi que tout le peuple puisse comprendre que nous sommes venus, nous sommes venus au pouvoir pour faire leur bonheur, malgré eux. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes prêts pour faire leur bonheur malgré eux? Ensuite, leur faire comprendre que c'est important cette histoire d'assurance, parce que c'est un genre bonheur, et pour eux et pour nous. C'est-à-dire, on leur fait leur pain, nous faisons notre beurre. Ensuite, pour finir, je vais finir en vous disant encore très rapidement, s'il vous plaît. Oui, ça c'est très sûr. Très rapidement, je voudrais vous dire merci. Vous êtes venus éclairer ceux qui sont encore dans l'obscurité et vous demander de ne plus rompre vos écrits. À un moment, vous avez cessé d'écrire, d'alimenter ces journaux et recontinuez pas nous faire plaisir par vos écrits aussi directs et que vivent tous les papas qui fêtent leur journée aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Enfin, on va retrouver un troisième auditeur ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où? Nom et prénom s'il vous plaît. Alors nous vous écoutons. Des questions rapidement.
Bonne journée également à vous. On retrouve un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où, votre nom et prénom? Je suis Toto Alphonse. J'appelle de Ida. Allez-y, monsieur Djoutou. Oui. La première question. Je voudrais lui poser la question. Quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour lutter contre les centres piratés au Bénin? Merci. Merci, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ça soit le sujet au cœur de la discussion ce matin. On retrouve notre auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où? Votre identité, s'il vous plaît. Des questions rapidement. Bonjour, monsieur Doliko. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur. Et j'ai trois questions. Monsieur l'invité, je suis sûr que vous avez fait une liste à Tchadé. Une liste vraiment qui a du mérite. Et je profite de cette occasion pour vous dire merci. Alors, je voudrais vous demander un peu, monsieur l'invité, quelle est votre appréciation sur la loi qui a été, n'est-ce pas, votée sur la vente de l'essence relatée dans le pays par certains députés à 3h du matin. La deuxième question, alors, on a vu la cour de Théodore Lowe qui a bien fini son mandat en beauté. Alors, nous sommes en train de voir encore une cour qui veut commencer, son mandat. Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes d'avis que cette cour n'est pas indépendante? C'est ma deuxième question. Et pour finir rapidement, vous venez de dire que dans votre développement, que vous soutenez le président de la République, qui est en train de faire des bonnes actions. Et dans le même temps, vous avez dit que cette service de communication, vous êtes à partir de cette communication, vous faites idéalement le point. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en contradiction par rapport à ce que vous dites? Voilà un peu les trois questions. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci à vous aussi. On va retrouver un tout dernier appel ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous nous appelez d'où, votre nom et prénom, s'il vous plaît? C'est Médé Zoundi Serge. Je vous appelle depuis Bakolé, Kassad, dans Avran. Alors, deux questions rapidement. Salut, monsieur Vigile. Salut. Bonjour, monsieur Médé Zoundi. Bonjour, monsieur. Bon, j'ai deux questions, juste deux questions. Je voulais demander à M. Ransou, est-ce que dans le pays, actuellement, dans le pays dans lequel nous sommes, où pratiquement nous ne voyons rien clair, rien de clair, en tout cas, le citoyen lambda ne comprend rien de tout ce qui se passe, est-ce que ce serait bien de taxer encore des produits où, pour le moment, nous ne pouvons pas prouver là où vont les taxes que nous payons actuellement, les taxes de surplus qui sont venues ces derniers temps que nous payons, où nous n'arrivons même pas encore à voir bien comment c'est géré. Est-ce que ce serait bien que dans cet embroglio, qu'on ajoute encore des taxes à d'autres produits dans ce pays actuellement, où il faudra attendre encore au moins peut-être 2 ans pour qu'on voit clair dans ce qui se passe avant d'aller à ce, en tout cas, à ce qu'il propose là. Ma seconde question est ceci. J'entendais tout à l'heure M. Anjou dire que quand il a publié certaines choses, que ceux qui l'aidaient à diffuser ont commencé par refuser en quelque sorte. Est-ce que nos dirigeants, précisément le président Patrice Talon, œuvrent vraiment pour qu'on lui dise la vérité? Est-ce que nos autorités nous conduisent dans le sens, en tout cas, très bien, pour qu'on puisse leur dire la vérité? Si vous, déjà, vous voyez, quand vous ne caressez pas dans le sens du poil et que vous voulez aller un peu contre ce qu'eux ils disent, est-ce que vous ne voyez pas comment ceux qui disent un peu la vérité sont traqués aujourd'hui? Est-ce que nos autorités œuvrent pour qu'on leur dise la vérité? Merci les journalistes et bonne fête de paix à tout le monde et bonne journée à vous. Merci donc à vous, Vigile Ancet, des questions qui entrent en ligne de compte pour l'émission, des contributions également. Vigile. Les réponses avec M. Candidat Ransou. L'évaluation de l'arche du projet, c'était donc la question de Jean Coton au démarrage.
Qu'est-ce qu'il a demandé exactement? Oui, est-ce que le projet, quand on écoute tout ce que vous avez exposé, n'aurait pas besoin aujourd'hui d'être réévalué? Le projet a besoin d'être réévalué, c'est clair. Autrement, je ne serais pas là. Le projet a besoin d'être réévalué. Vous savez, comme je disais, le chef de l'État nous a appris, il nous a dit que s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, il faut avoir le courage de rétro-pédaler. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Rétro-pédaler, c'est lui. C'est le mot, c'est lui. Il faut avoir le courage de le faire. Je dis qu'il faut avoir du courage pour essayer de remettre le programme sur les pieds. Parce que c'est sur le bon pied. Parce que c'est du programme que le projet tire sa source. Voilà. Évidemment, s'il ne fallait pas le remettre en cause, je ne serais pas là. Toujours, Jean Couton, il se demandait, mais est-ce que le contexte à l'Assemblée nationale est favorable à ce que votre cri soit entendu lorsqu'on sait que depuis un certain temps, les lois se votent dans un certain mutisme. Il est même allé jusqu'au régime de Boni Yayi, dans un certain mutisme qu'il a qualifié de supercherie. Nous devons nous bagarrer, nous devons lutter, parce qu'actuellement, vous savez, moi j'ai beau crier tout ce que je pense, mathématiquement, si ce projet va là, je ne sais pas à quel stade ça en est là-bas, mathématiquement, le projet passera tel que le gouvernement l'a envoyé là-bas, mathématiquement. Parce que la mouvance a sa place prépondérante là. Alors il s'agit d'un problème de conscience. Un problème de conscience des députés. Est-ce que la solidarité de mouvance politique doit jouer? On ne demande pas de rejeter le projet, on demande de l'amender, de donner le temps au gouvernement de l'amender. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, on aura tout perdu. Parce qu'effectivement, notre but, c'est que le programme H soit revu. Et dans le même sens, il y a Étienne Agbonan qui demandait si vos propositions, vos observations ne sont pas venues un peu trop tard, puisque le projet est aujourd'hui bouclé, on est déjà bientôt à la phase pratique. Non, je ne pense pas. C'est ce que j'avais pensé aussi. Mais, vous savez, ce que j'ai compris, c'est l'autre côté qui a commencé à marcher. C'est-à-dire le côté formation et microcrédit. C'est ce que j'ai compris, puisqu'on a été au nord, recenser ceux qui sont pauvres, moins pauvres, tout ça là. Je pense. Donc, le côté protection sociale, en fait, parce que dans les formations et microcrédits là, ils ont, et c'est là que je dis qu'il y a la confusion. Ah ouais, ben, ils ont mis ça dedans. Justement, on ne s'en sort pas. Vous avez dit, et vous avez raison, que le projet, la déclinaison du programme. Oui. Mais n'est-ce pas un autre projet, carrément, donc la formation, n'est-ce pas un autre projet, les microcrédits, n'est-ce pas un autre projet, l'assurance maladie, n'est-ce pas un autre projet, l'assurance retraite, où tout est mélangé? Oui, le projet assurance maladie et retraite vont ensemble. Ça, je sais. Je présume que formation et microcrédit vont ensemble, je présume. Et ce que j'ai compris, parce que la ministre des Affaires sociales a été au nord, le ministre d'État Bio a été... C'est là-bas où on a commencé à recenser, c'est ce que j'ai lu sur les journaux, à recenser les pauvres, les moins pauvres, tout ça, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est dans l'optique formation et microcrédit. Je ne pense pas que dans le volet de la protection sociale proprement dite, les choses aient déjà commencé. Mais je ne sais pas. On ne connaît pas bien comment... Non, la loi n'existe pas encore. Non. Si c'était sorti, vous le saurez, moi aussi. Ils sont sûrement en train de regarder. Notre rôle, c'est de faire pression. Vous savez, tout ce que nous disons ici, là, malheureusement, c'est en français. Et je vous ai demandé, dès le départ de l'émission hors caméra, qu'il faut absolument que ça se fasse aussi en langue française. Et ça va se faire. Oui, il faut que ça se fasse. Parce que les gens ne savent pas comment les choses se passent. Ils ne savent pas. Et je vous assure que l'intellectuel doit être mal à l'aise. Nous devons, vous et moi, être mal à l'aise. Parce que ce projet-là qui intéresse tout le monde, les gens ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai demandé un débat public. J'ai écrit pour demander un débat public.
Mais est-ce que ça suffira? Je n'en sais rien. Et comme j'ai dit, dans d'autres pays, c'est un sujet à référendum, ça. C'est un sujet à référendum. Ici, ce n'est peut-être pas dans notre culture, mais au moins, il faut que le débat soit public et que les gens puissent dire, voilà ce que nous pensons. Voilà. Maintenant, on m'avait demandé aussi que les assurances ne sont pas sérieuses. C'est pourquoi nous disons que il faut que ce soit un office béninois qui s'occupe de la gestion. Un office qui soit surveillé par la Cour des comptes. Un office qui soit surveillé par l'État. La Chambre des comptes, puisqu'elle-même, la Cour n'existe pas. La Chambre des comptes doit surveiller ça et faire des rapports périodiques à l'État. Les syndicalistes doivent être représentés. Vous savez, cet office-là, ça ne peut jamais faire faillite. Jamais. Quand on nous dit que je veux bien, mais l'office là, même si vous êtes un gestionnaire moyen, ça ne peut pas faire faillite. Voilà un capital qui se renouvelle tout le temps. Voilà un capital qui se renouvelle tout le temps. Je bois tout le temps, je paie tout le temps. Ça ne peut pas tomber en faillite. C'est un capital cumulatif. Je ne suis pas un économiste, mais enfin, c'est cumulatif. Ça ne peut pas tomber en faillite. Et là, c'est l'un de mes idées clés. C'est une maison qui ne pourra jamais tomber en faillite. À partir de ce moment-là. Mais nous sommes fondés à demander une gestion comme celle-là. Et lorsque quelqu'un a posé la oui, question. là-dessus, hein, il a Serge Médez Zoundié qui demandait, est-ce encore normal qu'on nous demande de payer des taxes dans un contexte où on ne sait même pas c'est là qu'on nous prélève ce que ça fait. Je vais vous dire cette anecdote-là. Quand j'ai commencé à faire cette bagarre-là, cette lutte-là, et que je n'avais parlé aux autorités de l'époque, certaines autorités que je côtoyais, mais au conseil là, mais il y a des gens qui lui ont dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on gagne les prochaines élections ou quoi? Si vous mettez 1 franc de plus sur la bière, on perd. Donc, nous, on ne veut pas perdre. Donc, on ne fera pas ça. C'est ça qui a motivé qu'on n'a pas voulu ajouter un peu. Mais la taxe dont nous parlons là, je dirais à mon ami qui a appelé, ce n'est pas une chose importante. Il faut comparer cette petite taxe à tous les problèmes que nous avons quand nous tombons malades. À tous les problèmes que nous avons quand nous laissons les parents mourir, parce que c'est ça, il ne faut pas oublier ça. Nous les laissons mourir parce que nous n'avons pas d'argent pour acheter les médicaments, monsieur Joël. Ça, il faut le dire au peuple. Tout le reste qu'on dira, c'est le sorcier. Et sans faire la digression, comme le dirait donc Méda Koudebi, c'est par ailleurs ces boissons-là qui nous font tomber sur les routes, qui nous rendent malades. Ah ben oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout. Lorsque on ne peut pas dire, il ne faut pas que l'auditeur se mette à dire, ah, encore une taxe de 10 francs, de 15 francs sur la bouteille. Il faut qu'il compare ça à toute la panoplie des problèmes qu'il a quand un enfant est malade. À toute la panoplie des problèmes qu'il y a lorsqu'il a une opération à cœur ouvert qu'on doit lui faire pour sauver la vie et qu'on ne peut pas faire. La dernière fois, j'ai entendu des choses, je ne vais pas me mêler à la polémique, un enfant qui avait la leucémie, machin truc, et on a tardé à l'envoyer là-bas et l'enfant est mort. Mais est-ce que c'est normal? S'il y avait une assurance, comme je dis, on n'a pas besoin de... Vous savez ce qui se passe ici pour un évacué sanitaire, mais c'est affolant. C'est affolant. J'ai été évacué sanitaire, je sais parfaitement ce dont je parle. Il vaut mieux mourir tout de suite que d'être évacué. Parce que, mais on vous traîne comme un objet. Ici, c'est ceci. Il faut courir dans tel ministère. Il faut faire cela. Il faut voir le conseil de santé. Ces messieurs, le conseil de la santé, ils se réunissent quand ils veulent. C'est des professeurs à l'université. On vous dit, ah, il a un machin ici, il a un machin là-bas. Et vous êtes là. Votre mal s'empire et vous souffrez et vous allez mourir. Tout ça parce que nous n'avons pas un système d'assurance fiable. Avec cet système d'assurance, on n'a pas besoin de toutes ces méandres administratifs où on traîne les malades comme des objets.
On n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Donc, il y a tout un système. Il faudrait que les gens sachent, même si l'État leur demande 10 francs, 10 francs, c'est quoi 10 francs? Enfin, moi, je dis 10 francs comme ça parce que je ne vois pas que l'État peut dire vous avez payé 50 francs de taxes. Non. Mais il faut comparer ça à tout ce qu'on gagne, non pas seulement pour la santé, mais pour la retraite. Lorsque tu as 60 ans, tu ne peux plus travailler, cher ami. Lorsque tu as 30 ans, l'assurance que je propose dit tu restes à la maison et tu touches de l'argent jusqu'à ce que tu meurs. Il y a un auditeur, Eugène Wayon, qui demandait qu'est-ce que vous proposez en lieu et place des assureurs privés donc pour gérer cette protection. Je propose un office béninois avec des gestionnaires béninois, avec un contrôle strict de l'État par le biais de la Chambre des comptes, avec des audits répétitifs, avec des audits internes et audits externes pour que la gestion soit saine, transparente. C'est ça que je propose. Et ça ne nous coûtera rien. Candidat Ransou, est-ce qu'à l'étape actuelle des choses, les députés peuvent amender le projet sans le désorganiser, sans le défigurer, sans le faire méconnaître? Ça, je ne sais pas. C'est leur travail là-bas. Je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas. Je supplie simplement ce jour que vraiment ils regardent de près. Et puis, mais vous savez, un député là, il nous représente, non? C'est pas ça? Il représente nos intérêts, non? Ceux qui nous écoutent là, ils doivent pouvoir prendre leur téléphone et appeler leur député. C'est ma proposition concrète aussi. Prendre leur téléphone, appeler leur député. Dire qu'il y a un monsieur qui nous raconte peut-être des coups depuis 2 semaines. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou non? Si c'est vrai, faites quelque chose. Ça va les ébranler. Ça va les ébranler. Et ils ne peuvent pas ne pas faire quelque chose. Maintenant, si personne ne fait rien et qu'on ne les saisit pas, parce que les élections vont arriver là, même les législatives là, ça peut impacter. Ce que nous avons là peut impacter. Il faut que l'électeur, le citoyen connaisse sa force, qu'il prenne le téléphone. S'il n'a pas de téléphone, qu'il se déplace, qu'il aille voir le député pour dire que je viens voir, je viens discuter. C'est pour ça qu'on les a élus. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dans le même sens, peut-être Serge Médez-Oudji demandait, mais est-ce que nos dirigeants sont dans la disposition d'esprit pour qu'on leur dise la vérité? Ah, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas dire oui, parce que je est-ce que vous pensez, ces journaux qui vous ont dit non, qui ont refusé donc de publier vos articles parce que peut-être trop critiques à l'égard du gouvernement? Mais c'est parce qu'ils ne savent pas lire, ou alors ils n'ont pas été à l'école. Parce que moi, je ne suis pas, je ne dis rien contre le gouvernement. Moi, je ne veux pas leur demander de perdre leur place à cause. Je leur dis simplement, à partir de maintenant, je ne vous envoie plus rien, c'est terminé. Puisque vous en parlez, je vais vous poser la question. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé donc à la surveillance de cette polémique-là avec René Avançon? Ah, vous savez, René Avançon, c'est un parent, mais chacun a sa façon de s'exprimer. Je ne voudrais pas rentrer dans cette affaire, mais chacun a sa façon de s'exprimer. Certains, peut-être plus violemment que d'autres, avec plus de force, avec plus de conviction, qui peuvent ne pas plaire. Ça, c'est un fait. Mais chacun de nous est comme il est. Vous comprenez? Je pense que, bon, mais peut-être qu'il devrait un peu... Difficile de vous demander s'il était dans une faute, ça. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un est en faute quand la personne dit ce qu'il pense selon ses convictions. Moi, bon, maintenant, je ne sais pas s'il a insulté le chef de l'État sciemment ou pas. S'il a insulté le chef de l'État, il faut qu'il s'en excuse. Et puis si vraiment il a conscience qu'un écrit a froissé le chef de l'État, et si le chef de l'État s'en plaint, bon, ben, il faut qu'il s'exprime en disant qu'il ne veut pas l'insulter. Il veut faire comprendre une idée. Il veut faire passer une idée. Pour faire passer une idée, c'est pas facile, vous savez. C'est pas facile de faire passer une idée. Les gens ne vous écoutent que lorsque vous êtes poignant. Malheureusement. Moi, je peux pas l'accuser. Seulement, chacun est comme il est. Voyez-vous, moi, je vais pas traîner ça.
Mais quand on a commencé à me dire, ah, M. Awansou, maintenant vous allez un peu fort là, c'est parce que pendant 8 ans, quand j'ai écrit là, j'ai écrit avec un certain style. J'ai écrit avec un certain style. Parce qu'on ne me demandait rien, c'est moi qui proposais à l'État. Je ne vais pas être incisif. Je propose à l'État. Parce que les idées que moi j'ai proposées à l'État, c'est plein. Comme ça. Mais ici, là, il s'agit d'un problème réel où c'est oui ou c'est non. Ou c'est le bonheur du peuple ou ce n'est pas son bonheur. Alors, tu ne peux plus parler le même langage. Tu ne peux plus parler le langage diplomatique. Je m'excuse, ce n'est pas parce que je suis diplomate. Il faudrait en ce moment être un peu plus incisif. Être incisif, ça ne veut pas dire qu'on est mal élevé, qu'on est mal poli. Ceux qui n'ont pas été à l'école peuvent peut-être comprendre que ça veut dire injure. Pour moi, ce n'est pas de l'injure. Et je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne peux pas, un chef d'État est un chef d'État. Il faut le respecter. On ne peut pas dire n'importe quoi sur un chef de l'État. Et je dis que lorsque quelqu'un interprète ce qu'on dit, ou alors la personne a perdu sa place. En tout cas, on vous aura compris. Joël Chougbé. Ce que vous avez retenu. Ambassadeur Candide Awansou, vous êtes président de l'ONG Groupe d'Action pour une meilleure qualité de vie. Vous menez des réflexions sur la thématique de l'assurance depuis plus d'une quinzaine d'années avec à la clé plusieurs articles. Ce matin, vous êtes passé à porter votre éclairage sur le projet Assurance pour le renforcement du capital humain large, notamment en ses volets assurance maladie et assurance retraite. Selon vous, la mouture actuelle du programme assurance maladie et assurance retraite laisse entrevoir un échec au même titre que le RAMU sous le régime défunt, avec l'emploi des termes pauvres extrêmes, non pauvres et les disparités voulues par l'État en matière de souscription. Candide Awansou, vous pensez que l'État fait de la discrimination et de l'exclusion sociale, toute chose que vous dites être donc contraire au principe de l'assurance. Le programme est à reprendre, dites-vous, en préconisant comme solution l'instauration de taxes sur un ou des produits de consommation qui permettraient à l'État de prélever directement des fonds pour assurer les citoyens. Le Béninois n'aurait donc plus besoin directement de débourser de l'argent de leur poche pour s'assurer. Vous mettez également un point d'honneur sur la création d'un office public pour gérer l'assurance maladie et l'assurance retraite, une structure qui produira des rapports périodiques et sera soumise au contrôle de l'État et de la Chambre des comptes de la Cour suprême. L'assurance est une affaire de solidarité entre tous les citoyens. L'État s'assure strictement d'organiser le secteur et devrait s'abstenir, vous l'avez également dit, d'injecter des ressources de développement dans son fonctionnement. Candide Awansou, ce matin, vous estimez que l'assurance maladie et retraite relève exclusivement du social, qu'il faut absolument maintenir dans le giron de l'État, sans faire recours au privé qui n'est mu que par le profit. Vigile avancé. Eh bien, c'est donc à Candide Awansou d'apprécier. Non, mais tout a été tellement si bien dit que merci beaucoup. Je n'ai plus rien à apporter. Merci beaucoup, ambassadeur Candide Awansou, qu'on recevait donc ce dimanche. Merci à vous d'avoir été là, Joël Chougbé. On se retrouve dimanche prochain. Mohamed Eliamidi a assuré la technique.